Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle section portant sur les affichages et les commentaires en Python. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai juste quelques petites choses. Premièrement, abonnez-vous. Deuxièmement, partagez massivement la vidéo. Et troisièmement, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos futures. Pour toute préoccupation, vous pouvez également nous contacter via notre numéro WhatsApp qui est affiché là à l'écran, ou alors vous pouvez tout simplement nous écrire, nous envoyer un mail. Introduction. Python, en tant que langage de programmation, offre divers mécanismes pour afficher des informations et ajouter des commentaires afin d'améliorer la lisibilité et la compréhension du code. Dans cette partie, nous explorerons en profondeur ces aspects, couvrant tout, des fonctions d'affichage de base aux techniques de formatage avancées et aux meilleures pratiques pour commenter efficacement le code. Nous commencerons bien sûr cette session par l'affichage des informations. L'affichage dans la console se fait grâce à la fonction print. Cette fonction prend en paramètre des chaînes de caractères directement ou des noms de variables déjà déclarés. Rendons-nous maintenant dans Jupyter Notebook pour voir les différents cas d'utilisation de la fonction print. Alors ici nous nous retrouvons dans Jupyter Notebook pour cette petite introduction à la fonction d'affichage print. Alors, la syntaxe de la fonction d'affichage print se présente tout simplement de cette forme-ci. Donc nous avons print et ici nous mettons l'information que nous désirons afficher entre côtes. Alors cette information que nous désirons afficher entre côtes ici est tout simplement appelée itérable. Lorsqu'on exécute par exemple ce petit bout de code, c'est-à-dire print bonjour monde, nous obtenons bel et bien notre information qui est bonjour monde. Usage des bases. Nous pouvons utiliser la fonction print pour afficher une phrase constituée de plusieurs mots en prenant chacun des mots comme un paramètre de notre fonction print, c'est-à-dire comme un itérable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, nous avons notre print, ici nous avons comme premier paramètre l'itérable Python, deuxième itérable nous avons programmation et troisième itérable nous avons cours. Ces éléments sont séparés par des simples virgules. Alors lorsqu'on exécute, vous voyez que nous avons Python, programmation, cours. Impression de variables et de littéraux. Nous pouvons également décider d'imprimer des variables et des littéraux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, nous avons notre nom Alice. Ici, nous avons notre variable h à laquelle nous avons affecté 25. Si ici, nous augmentons une ligne avant la ligne de fin, c'est-à-dire, nous montrons comment on imprime une variable. Si on désire imprimer d'abord Alice tout simplement, il nous suffit d'écrire print nom, donc print nom de la variable qui contient Alice. Par la suite, il peut arriver maintenant que nous désirons afficher les littéraux et les variables au même moment. Donc ici par exemple, nous avons notre littéral nom et ensuite nous avons nom, la variable nom qui n'est pas entre côtes. Vu que cet élément nom n'est pas entre côtes, alors notre fonction viendra extraire le contenu de cette variable-ci et l'afficher. Ensuite, nous avons h qui est entre côtes, donc h ne sera pas modifié. Ensuite, nous avons h qui est le nom de notre variable qui n'est pas entre côtes. Donc, notre fonction viendra également dans la variable h, extraire son contenu et l'afficher. Alors, si nous exécutons ce petit bout de code, voici ce que nous obtenons. Nous obtenons notre premier affichage qui est Alice. Donc nous avons affiché la valeur de la variable nom. Comme deuxième affichage, nous avons nom de Alice. Vous voyez que cet élément nom n'a pas été modifié car il était entre côtes. Et ensuite, nous avons h non modifié. Et ensuite, nous avons 25 qui est la valeur de la variable h. Maintenant, passons à l'utilisation des séparateurs et des paramètres de fin. Alors, lorsqu'on affiche des éléments, il peut arriver qu'on souhaite séparer ces éléments par certains caractères. Alors dans ce cas-ci, nous pouvons définir ces séparateurs lors de l'écriture de la fonction d'affichage. Nous pouvons définir ces séparateurs et ces caractères de fin. Alors ici, nous avons écrit print, Python comme premier itérable, deuxième itérable, nous avons programmation, troisième itérable, nous avons cours. Et ensuite, comme séparateur, nous avons pris moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre un itérable et l'autre, nous aurons tout simplement le séparateur moins.
comme élément de fin, nous avons pris l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'à la fin de toute notre phrase, nous aurons comme élément de fin l'espace. Alors, lorsqu'on exécute ce bout de code, voici ce qu'on obtient. Nous obtenons Python, programmation, ou moins cours. Donc, vous voyez que le tiret, c'est ici comme élément entre les différents littéraux. Et maintenant, entre cours et 2024, nous avons un espace. C'est tout simplement dû à cet élément de fin-ci. Si nous nous amusons à venir ici, enlever cet élément de fin là et nous exécutons à nouveau, vous verrez que ici, nous aurons Python, programmation, cours, bien évidemment avec les éléments de séparation, mais au niveau des prix 2024, ça ira directement à la ligne. Donc 2024 ne sera pas mis sur la même ligne que notre affichage dû à la présence de la première fonction prix. Maintenant, lorsque nous nous déplaçons vers le formatage de la sortie avec des f-strings et la méthode format. Alors, ici, lorsque nous avons déclaré notre première variable nom à laquelle nous avons affecté Bob, la deuxième variable âge à laquelle nous avons affecté Grant, alors nous écrivons donc print, nous mettons ces f. Commençons d'abord par ignorer ces f-ci. Alors, ici nous avons nom, nom encre accolade. Ensuite, nous avons âge, âge encre accolade dans nos doubles quotes. Mais lorsqu'on met ces f-ci, ça revient à faire à peu près le même travail que dans le cas de l'utilisation des séparateurs et des paramètres de fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, cet élément nom-ci ne sera pas modifié lors de l'affichage. Mais les éléments qui sont encre code seront tout simplement modifiés dû à la présence de ces f. Alors, lorsqu'on se met vers le dernier affichage, nous avons nom, nous avons deux codes, nous avons âge, nous avons les accolades, ensuite nous avons point, nous avons format, nom, âge. Alors ce format-ci donne le modèle de sortie ou bien le modèle d'affichage. Donc ça va afficher cette forme-ci, nom, âge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, nous avons le nom qui est la variable nom. Ici, lorsque vous voyez les premières accolades, alors c'est le contenu du premier élément du premier paramètre de cette méthode de format qui sera affiché ici là. Alors au niveau de des deuxièmes accolades, nous aurons bien évidemment la valeur contenue dans la deuxième variable paramètre de notre méthode format. Alors lorsqu'on exécute ces petits bouts de code, voici ce qu'on obtient. Premièrement, nous avons nom, Bob qui est le contenu de nom. Et ensuite, nous avons âge, 30 qui est tout simplement le contenu de la variable âge. Ensuite, nous avons nom, Bob également. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Bob, c'est le contenu de notre variable nom, qui est le premier paramètre de la méthode format. Ensuite, nous avons âge, 30 qui est le contenu de la variable âge, qui est le deuxième paramètre de notre méthode format, donc qui sera placé entre la deuxième paire d'accolades. Nous nous retrouvons ici dans Jupyter Notebook, la deuxième partie portant sur les affichages. Ici, il s'agit de l'étude du formatage de sortie. Alors, contrôle de l'espacement et de l'alignement. Le contrôle de l'espacement et de l'alignement permet d'afficher les éléments en déterminant les ordres d'affichage ou bien les positions d'affichage, selon que les éléments doivent être décalés vers la droite ou vers la gauche ou tout simplement centrés. Alors, dans ce premier cas-ci, ça s'interse un peu comme la suivante. Ici, nous avons pris encre accolade, nous ouvrons nos accolades encre crochet autant pour moi. Donc, on a 2 points inférieurs à 10. Ici, ça permet d'afficher l'élément ou bien littérable se trouvant dans format en allant vers la gauche, à partir de la gauche. Donc, ici, nous avons à faire un décalage vers la gauche. Et deuxièmement, lorsque vous avez plutôt le signe strictement supérieur,
Ici, là, on a fait un décalage vers la droite. Et maintenant, lorsque nous avons le simple chapeau, nous avons affaire en fait à un centrage. Alors, lorsqu'on exécute ce petit bout de code, voici ce qu'on obtient. Nous obtenons gauche qui était décalé vers la gauche. Nous avons droite décalée vers la droite et centre au centre. Alors, concernant les ordres d'espacement, les ordres de décalage, supposons qu'ici, au premier, au lieu de 10, mettons par exemple, disons 20, et réexécutons ce bout de code-là. Donc, nous voyons que là, ça ne bouge plus. Ça veut tout simplement dire qu'on a atteint l'extrême gauche. Donc, qu'on ne peut plus aller au-delà. Alors, lorsqu'on vient dans le deuxième élément, pour notre déplacement à droite, mettons aussi comme ordre de décalage 20. Là, vous voyez que notre idérable droite était décalée un peu plus à droite. Alors, si on vient par exemple au niveau du centre, et que nous mettons par exemple 20 également, là, nous voyons que nous avons un décalage par défaut vers la droite, mais centré. Alors, passons maintenant aux spécifications de largeur du champ et de la précision. Alors ici, il peut arriver qu'on ait par exemple un type flottant et que nous désirons afficher cet élément jusqu'à un certain nombre de chiffres après la virgule. Alors cela est possible grâce à cette expression-ci. Donc ici vous avez pris encre accolade et encre crochet, vous avez 2 points, 10.2f. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, vous allez afficher ce nombre-ci à 2 chiffres après la virgule, donc 2 décimales. Si nous exécutons ce petit bout de code, là nous obtenons que format doit nous générer 3.14. Donc après avoir exécuté notre bout de code, nous obtenons 3.14. Si nous revenons ici par exemple, et que nous mettons 3, là exécutons le bout de code, là on a 3.142. Et si à la place de 10 par exemple nous mettions quelque chose comme 20, lorsqu'on affiche le résultat, vous voyez que nous avons le décalage. Donc ça décale par défaut vers la droite et ça affiche 3.142. Donc ça affiche nos éléments 3.14159, 3 chiffres après la virgule avec les arrondis. Alors maintenant, passons au formatage des données numériques. Ici, il peut arriver qu'on souhaite écrire par exemple un nombre avec un certain nombre de caractères. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce cas, si nous avons par exemple 42, supposons que nous désirons donner l'équivalence de 42 mais avec 4 caractères. Alors lorsqu'on exécute ce petit bout de code, nous obtenons 0042 qui est bien 4 chiffres. Donc ici vous avez 0.04 D qui est pour digit. Alors ici si on met par exemple 425 et que nous réexécutons ce bout de code, là ici nous aurons tout simplement un seul 0. Car initialement nous avons un nombre à 3 chiffres. Pendant nous avons un nombre à 4 chiffres qui est l'équivalent de 425. Alors maintenant nous allons nous déplacer vers les options de formatage des chaînes. Alors, ces options de formatage des chaînes nous permettent de déterminer les éléments d'un itérable ou bien d'une chaîne qui sont affichés à l'écran. Alors ici par exemple, nous avons pris de 2.2s. Là, nous fermons nos crochets. Ici, nous avons point format, ensuite nous avons Python. Ça veut tout simplement dire que nous devons venir dans Python, afficher les 2 premiers caractères. Donc, c'est exemple là que vous avez vu, c'est S qui renvoie à string pour la manipulation de notre chaîne de caractères. Lorsqu'on exécute ce bout de code, comme vous le voyez très bien, ici on a pi. Ici à la place de 2, nous mettions quelque chose comme 4. Alors là, nous aurons PyTH. Donc PYTH. 4 lettres. Alors, maintenant finissons avec l'utilisation des caractères d'échappement pour un formatage spécial. Donc ici, nous avons notre fonction print. Là, nous passons à l'intérieur avec une nouvelle ligne, 2.anti/n. Nous avons tabulation, 2.anti/t.
et nous avons contre obligatoire, 2 points, double slash. Alors l'anti-slash n permet tout simplement d'aller à la ligne, pendant que l'anti-slash t permet tout simplement de mettre un espace et d'aligner l'élément sur la même ligne. Lorsqu'on exécute ce petit bout de code, alors voici ce qu'on obtient. Nous avons une nouvelle ligne, 2 points. Nous avions l'anti-slash n ici, donc nous sommes allés à la ligne avant de continuer notre affichage. Là-bas, ici nous avons une tabulation, 2 points. Là, vous voyez que nous avons un espace avant d'avoir contre obligatoire. Cet espace-ci est dû à la présence de cet anti-slash t. Et par la suite, vous voyez que nous avons une barre oblique. Pour obtenir une barre oblique ici, nous serons obligés de mettre 2 barres obliques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que lorsqu'on met une barre oblique, la fonction doit d'abord oublier l'accolade et prendre en considération ce qui précède. Donc si on vient ici par exemple, on enlève une barre oblique, normalement nous devrions avoir une erreur si on essaie d'exécuter. Alors là, on nous génère une erreur, comme vous le voyez si bien ici. Donc ici, pour pallier à cela, nous devons remettre notre barre oblique comme cela. Ok. Ici, nous sommes sur la dernière partie portant sur le flux de données. Donc ici, nous allons commencer par étudier les sorties standard stdout et les erreurs standard stdir. Dans l'exemple qui suit, la première ligne importe le module system. Ce module fait partie de la bibliothèque standard de Python et fournit un accès à certaines variables et fonctions utilisées pour interagir avec le système. La deuxième ligne utilise la fonction print pour afficher ce message ou le message. Ceci est un message de la sortie standard stdout. Dans la sortie standard stdout, la sortie standard est généralement le flux de sortie par défaut utilisé pour afficher les informations lors de l'exécution d'un programme Python. La troisième ligne utilise également la fonction print, mais cette fois, elle spécifie explicitement que le message doit être envoyé à l'erreur standard stdir en utilisant le paramètre file ou file égal à system.stdir. L'erreur standard est un flux séparé utilisé pour afficher des messages d'erreur et des informations de diagnostic lors de l'exécution d'un programme Python. Alors on passe à table. Donc nous avons importé sys, notre bibliothèque. Alors ne vous inquiétez surtout pas, nous ferons une partie de cette formation qui est consacrée à la manipulation des bibliothèques, donc à l'importation des bibliothèques. Alors deuxièmement, il y a affichage dans la sortie standard stdout. Donc ici, comme nous l'avons dit précédemment, ici, ce message est affiché dans la sortie standard. La sortie standard qui est la sortie telle qu'on la connaît. Donc lorsqu'on dit print un littéral, si on souhaite afficher un littéral, ce littéral-là s'affiche dans la sortie standard. Alors ensuite, nous avons l'affichage dans l'erreur standard. Comme on l'a dit précédemment, donc nous allons afficher cette erreur. Ceci est un message d'erreur standard dans stdir en utilisant ce fichier-ci, file sys.stdir. Alors, lorsqu'on exécute ce code, voici ce qu'on obtient. Donc, nous avons notre affichage en sortie standard qui est ceci. Et ensuite, nous avons notre affichage dans l'erreur standard qui est juste ici en bas. Alors, maintenant, nous allons nous mouvoir vers la dernière petite partie de cette sous-partie. Gestion des erreurs et débogage à l'aide des flux de sortie. Alors, dans cette partie-ci, nous l'avons déjà dit précédemment. Ici, nous allons donc afficher les erreurs de débogage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, par exemple, on utilise la fonction try. Donc, le try result à laquelle on affecte 10 divisé par 0. Là, nous savons que ça doit nous renvoyer une erreur, car on ne peut pas diviser un nombre par 0. Ici, c'est interdit.
Donc, on utilise donc except 0 division error as i. Donc, ça, c'est un peu comme si on déclarait une variable i à laquelle nous affections, par exemple, la chaîne des caractères représentant nos erreurs. Donc, maintenant, nous affichons donc cette erreur-là, ou bien cette chaîne de caractères-là, en utilisant notre élément ci, comme dans le cas des sorties d'erreur. Donc là, lorsque nous affichons ça, lorsque nous exécutons, nous avons ici erreur division by 0.